Bon, bienvenue à celles et ceux qui reprennent sur leur Facebook ou autre le contact avec nous. Donc, nous sommes aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix, qui nous accueillent pour cette journée d'études sur le bleu de travail. Alors, ce matin, c'était le bleu symbole, avec les interventions d'historiens et d'ethnologues. Et cet après-midi, c'est le bleu pratique, le bleu d'hier et d'aujourd'hui, ceux qui le fabriquent, ceux qui le portent, ceux qui le diffusent et ceux qui le collectionnent, le cas échéant. Nous aurons donc les interventions successives de Laurence Prodhomme, d'Alexandre Milan, de Victor Doyen, puis après une pause, nous aurons deux intervenants qui viennent du Grand-Duché du Luxembourg, Michel Feinen et Caroline Quenard. Ensuite, nous aurons Mathilde Trottin et Cédric Garbe qui viennent de l'Avesnois, de l'écomusée de l'Avesnois, et qui parleront d'une expérience de médiation. Entre-temps, il y aura eu donc une petite pause et des échanges avec la salle. Mais au préalable, Marine Guet, des Archives nationales du monde du travail, va évoquer un certain nombre de commentaires qui ont été apportés sur les comptes Facebook durant les interventions de ce matin. Marine. Alors c'est bien ça. Merci Olivier. Donc vous avez été quelques-uns à commenter pendant la pause méridienne. Donc je vais lire les commentaires. Donc il y a une personne qui nous a dit de ne pas oublier que le jean est français au départ. C'est la toile de Nîmes. C'est pour ça qu'on appelle ça du de Nîmes. Il y a une autre personne qui nous a laissé 2 commentaires qui dit « Le bleu de travail n'était pas l'apanage uniquement du monde ouvrier industriel, mais aussi celui du monde ouvrier agricole. » C'est le fer de lance d'Alexandre Milan. Ah ben voilà, c'est une parfaite introduction dans ce cas-là. Et aussi de Laurence Prodhomme, parce que est-ce que c'est un costume breton? On va voir. Et donc cette même personne nous pose une question après, il nous dit « Le bleu de travail n'était-il pas aussi le vêtement du quotidien dans les milieux populaires? J'ai toujours connu l'un de mes grands-pères en bleu de travail. » Et ensuite, une autre personne encore qui intervient en disant « Il y a aussi le bleu des forces de police. » Certes. Et un peu plus foncé. Effectivement. Et une personne tout simplement qui dit intervention très intéressante. Je ne sais pas si elle s'adressait à M. Brucker ou à l'autre intervenante. Monjarret, mais en tout cas. Sûrement à l'ensemble des deux. Je pense. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des réactions d'historiens, ethnologues sur les remarques qui ont été faites concernant le. Non? On est d'accord. Bon, on va commencer sur ce consensus prometteur, alors. On ne peut peut-être pas confondre le bleu de travail avec d'autres bleus qu'on retrouve sur des tenues d'uniforme, comme l'uniforme de la police ou de la gendarmerie, qui relève d'un autre habit porté au travail, qui est pensé différemment, qui n'est pas choisi spécifiquement par l'employé, qui est imposé, qui répond à des normes ou à des règles édictées par l'administration ou l'État. Merci. Jérémy Brucker, historien. Donc là, c'est avec grand plaisir, et je dirais presque avec émotion, qu'on accueille Laurence Prodhomme, parce qu'en fait, nous sommes entrés en contact en pleine période de confinement, ce qui paraît antinomique, mais j'avais découvert dans le film La vie en bleu de, je ne me rappelle plus l'auteur, mais Bernadette Bouvron, l'intervention de Laurence Prodhomme qui expliquait l'expérience de collecte au musée de Bretagne et qui montrait avec beaucoup d'émotion le bleu de son père. Et donc à la suite de cet échange, nous avons convenu d'un intérêt commun pour le sujet. Et donc Laurence était prête à venir. Elle est là aujourd'hui, traversant transversalement la France. Donc Laurence Prodhomme est conservatrice du patrimoine au musée de Bretagne et responsable de la recherche. Son exposé s'intitule « Le bleu de travail, un costume breton », ce qui est un titre, pour ceux qui peut-être du Luxembourg ou autres ne le savent pas, mais c'est polémique. Ça s'annonce polémique. Merci beaucoup au non-lieu et aux archives pour cette invitation. Donc, Olivier m'avait demandé de faire effectivement une intervention qui permettait de croiser le thème du costume breton régional et du vêtement de travail. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, effectivement, pour les collègues luxembourgeois, c'est peut-être pas un titre très provocateur, le vêtement de travail, un costume breton. Ceci dit, ça l'est peut-être pas ici non plus. Ce titre, je l'ai emprunté à une précédente intervention faite auprès du cercle celtique de Rennes. Donc les cercles celtiques sont des lieux de pratique de la danse, en fait, essentiellement.
qui existe depuis les années 60, 50, même un petit peu avant. Et en fait, devant ce public spécifique, la portée provocatrice de cette interrogation, elle était plutôt très forte. On m'avait demandé en fait de faire une intervention sur le costume breton. Et j'avais dit que je voulais bien, mais que je n'allais certainement pas présenter les costumes de toutes les régions de Bretagne et répéter ce qu'on répète en fait depuis des décennies et décennies sur des sujets qui ont été très peu travaillés, ni par les historiens, ni par les ethnologues, et que je voulais effectivement poser cette question du vêtement de travail pour savoir quelle était sa place au sein du dit costume breton. Donc moi, je vais faire des petites digressions de vocabulaire, parce que c'était le moyen pour moi d'interroger ce sujet-là. D'interroger la signification entre les termes de costume et de vêtements, et en passant pour ça par justement ce vêtement auquel on accorde souvent peu d'importance, en tous les cas dans les musées, le vêtement de travail. Merci. Et vous l'aurez noté, ce vêtement de travail, on ne l'appelle pas costume de travail, justement. Alors, la collection textile du musée de Bretagne, je passe ma petite diapo. Elle regroupe toutes les pièces réalisées à partir de textiles, donc c'est-à-dire des vêtements ou des costumes, mais aussi du linge de maison, des bannières, des drapeaux, des jouets, des boîtes, enfin tout ce qui est en tissu en fait. Et ce qui m'a amené à m'interroger sur les caractéristiques de ces collections, c'est qu'elles suscitent toujours une émotion très vive et particulière de la part des donateurs. Je me suis occupée en tous les cas d'autres types de collections, et je n'ai jamais eu cette réaction souvent épidermique en fait quand on évoque ce sujet-là. Donc le costume, le terme en tous les cas quand on parle du costume régional, il est certain que c'est un sujet sensible. Donc la question que je pose, est-ce que le vêtement est aussi un sujet sensible, et est-ce que le vêtement de travail en est un également, et est-ce qu'il est porteur d'émotions? Alors à quoi on pense quand on utilise ce terme de costume? Costume breton, costume traditionnel, dont on ne sait absolument pas quelle tradition ça renvoie, mais c'est le terme qu'on utilise. J'ai choisi ici cette photographie qui représente monsieur le vicomte de Quéreil, qui a été un candidat malheureux à 2 élections successives à la fin du XIXe siècle, et qui, lui, a très bien compris ce que signifie le port du costume régional. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de l'aristocratie, donc évidemment il ne porte pas du tout le costume local, il porte l'habit de ville. Par contre, au moment des élections, il fait faire par Disdery, donc un grand photographe, il fait faire toute une série de portraits où on le voit portant le bragoubras, donc le pantalon bouffant de mi-long, et le costume de la région de Châteaulin, uniquement parce que forcément il se présente dans cette région-là. Donc là, il voit tout l'intérêt qu'il y a à porter un costume régional dans ces conditions spécifiques pour être reconnu aussi comme un habitant de la région. Donc, le terme de costume, dans les musées en tous les cas, quand on l'utilise, il fait référence aux vêtements festifs, aux vêtements de cérémonie, éventuellement aux déguisements, mais certainement pas aux vêtements quotidiens. Il ne fait, et pas aux vêtements de travail auxquels est, comme nous l'a montré M. Bruckner ce matin, souvent associé à une idée plutôt de pénibilité, de saleté, etc. Alors que le costume, on y associe des valeurs positives qui sont l'élégance, la beauté, l'originalité, etc., ainsi que des valeurs identitaires, puisqu'elles identifient souvent un pays en particulier. Alors, une autre image pour montrer justement ce costume en question qui est utilisé dans des moments festifs qui peuvent être les moments rituels de la communion, du mariage, etc. Dans le langage ordinaire, le costume, c'est aussi le costume 3 pièces, qui existe toujours, le costume masculin, toujours d'actualité. Et en fait, la question, c'est au moment où je passe du costume aux vêtements, ça me permet de questionner des vêtements que l'on ne voit pas, comme par exemple les sous-vêtements, les jupons, les bas, les culottes et les vêtements de travail. Et on glisse aussi très discrètement en fait, vers la fonction sociale du vêtement, sa fonction utilitaire bien sûr, mais aussi sa fonction sociale, ce qu'elle dit de nous en portant tel ou tel type de vêtements, où là ce n'est pas l'aspect esthétique qui compte. Alors quand on parle du costume aussi, ça c'est une autre de mes bêtes noires, je refuse qu'on utilise le terme de un costume. En Bretagne, il y a une sorte de mythologie qui est née autour de 2 costumes. Bon, un qui parle sans doute un peu à tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas la Bretagne, c'est la coiffe bigoudaine. Enfin, du moins la coiffe bigoudaine devenue la grande cheminée qu'on connaît. Et puis la coiffe de la région de Fouesnant qui a été mise en valeur par les peintres.
Du coup, ces deux costumes-là ont pris une telle place qu'ils ont créé un espèce d'imaginaire aussi. Et on a l'impression que soit ailleurs, les Bretons ne portaient pas de vêtements, ou soit que tout le monde s'habillait comme ça, ce qui est complètement faux. Et moi, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir des propos beaucoup plus précis quand on parle des modes. Alors, j'utilise plutôt le terme de mode local ou de mode régional, qu'on peut rattacher à une période historique déjà, et qu'on peut rattacher à un territoire aussi, ce qui n'est quand même pas le cas quand on parle d'un costume. Il n'y a pas un costume, ça n'a aucun sens de parler d'un seul costume sur la région. Alors, je vous montre cette image qui est la seule. Toutes les images que je montre proviennent des collections du musée, sauf celle-ci. J'ai participé il n'y a pas très longtemps à un catalogue d'exposition pour une exposition consacrée au musée du Fawet à une famille d'artistes qui s'appelait les Lelux. Et comme j'ai pas mal travaillé sur la photographie, de manière générale, j'ai travaillé sur le photographe de la famille parmi ces artistes. Et au moment de la relecture du catalogue, on ne m'avait pas soumis du tout les légendes en fait, des images que j'avais choisies. Et recevant entre autres cette image-là, en légende, il y avait femme en costume traditionnel. Alors je me dis, mais c'est pas vrai, on continue à utiliser ce terme-là qui ne veut rien dire, et encore moins pour cette région de Bretagne, parce que comme vous le voyez sur cette image, il y a 5 costumes différents. Alors le Fawet, c'est au centre de la Bretagne, et c'est aussi à la croisée de plein de modes différentes, en fait, ce qui d'ailleurs rend les choses très très intéressantes. Et du coup, en rediscutant avec la responsable du musée, on a modifié chaque fois qu'on pouvait nommer vraiment les modes. La jeune femme qui est au premier plan avec la toute petite coiffe, là c'est la région de l'Orient, etc. On est capable de dire, donc pourquoi parler de costumes traditionnels, encore une fois, quand on ne sait pas du tout à quelle tradition renvoie ce vocabulaire, en fait. Et puis il y a quelque chose auquel moi je suis très très attachée, c'est de dire aussi que même s'il y a des modes régionales avec des dominantes, etc., les femmes de tout temps ont pu personnaliser aussi leurs vêtements, et ça on le voit vraiment très bien. On le voit aussi quand l'influence de la mode urbaine arrive, où les robes diminuent, elles se raccourcissent, la taille n'est plus exactement la même, donc on a une espèce de ligne directrice qui évoque effectivement le costume peut-être de la génération d'avant, mais avec des modifications. Donc ce n'est pas quelque chose de figé, c'est comme aujourd'hui, on peut toujours y apporter une touche personnelle, et ça c'est une notion qui me semble quand même importante. Alors, ce que l'on n'évoque pas non plus quand on parle de costumes traditionnels, c'est que l'on ne parle pas des costumes et de la mode urbaine. En Bretagne, il y a eu, et encore, des petites villes, des grandes villes, des moyennes villes, et dans ces villes, tous les gens des classes supérieures, on va dire, l'aristocratie, la bourgeoisie, les commerçants aisés, ne s'habillent pas du tout à la mode régionale. C'est absolument pas pour eux, parce que l'idée, c'est au contraire de se sortir de ce côté terroir là, et de porter la mode de la ville. Donc ils s'habillent à la mode parisienne. Les revues de mode ont très très vite... Je crache dans le micro, c'est ça ? Les revues de mode ont très très vite été diffusées dans les régions, et les couturières s'en sont inspirées effectivement, et on voit aussi des tas de femmes à partir des années 20-30 qui portent encore la coiffe, mais qui pour le reste sont habillées complètement à la mode de la ville. Donc c'est vraiment des notions qui me paraissent importantes à introduire pour ne pas généraliser déjà ce terme de costume régional, mais au contraire de vraiment localiser en fonction des informations qu'on peut avoir. Donc moi je pense que c'est le pluriel qu'il faut utiliser et non pas le singulier, et aussi ce que l'on ne parle pas, ce qu'on n'évoque pas, pardon, quand on parle de costume régional, on n'évoque pas ceux qui n'en ont pas en fait de costumes, qui sont les mendiants, qui sont quand même très très nombreux en Bretagne, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale, et qui eux portent des haillons tout simplement. Donc c'est aussi une population qu'on évacue complètement quand on utilise ce terme de mode et de costume régional, comme si c'était quelque chose qui allait de soi en fait, et que la définition que l'on mettait derrière était connue, alors que c'est pas du tout le cas, et qu'il n'y a pas eu de travaux encore une fois récents sur ces sujets-là. Donc je pense qu'il faut être très très prudent, plutôt que de généraliser, il vaut mieux parler de petits micro-territoires quand on les connaît. Alors, j'ai choisi cette image parce que justement, à l'inverse de beaucoup de photographes, là c'est une photo des années à peu près 1870, donc un peu dans la même région, Guéméné-sur-Scorff, donc le centre Bretagne. Beaucoup de photographes possédaient en fait des vêtements dits traditionnels qu'ils faisaient porter par les gens qu'ils allaient portraiturer, et c'était pas leurs vêtements du quotidien du tout.
Or là, ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur, il a effectivement le costume local de cette région. Par contre, on voit que son gilet, même s'il est brodé, il a quand même subi aussi beaucoup de souffrances et qu'il est abîmé, repiécé, etc. Et ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas souvent ce que les photographes ont fait. En fait, ils ont participé à la transmission de cette espèce d'imagerie régionale où tout le monde est en coiffe et en costume brodé. Par le biais de la photographie qui sera repris ensuite par la carte postale. Et ce photographe-là, dont on ne connaît pas l'identité, puisqu'il y a juste ses initiales AT tout en bas de l'image, lui a photographié quelqu'un qui à la fois est dans son vêtement quotidien, mais qui est aussi son vêtement de travail. Et ça, c'est une notion aussi qui moi, m'intéresse beaucoup. L'image d'à côté est intéressante aussi parce que, alors ça c'est beaucoup plus tardif, hein, on est dans les années 1920. Ce qui est intéressant dans cette représentation du vêtement de travail, on en a un tout petit peu parlé ce matin, c'est la posture en fait. Et c'est vrai que lorsque les photographes vont s'intéresser non plus à portraiturer des gens qui vont être des symboles, qui vont être diffusés encore une fois par l'image, mais à portraiturer des gens sur leur lieu de travail, contrairement à l'image qu'on a vue ce matin, je ne sais plus dans quel, c'était un arsenal où on voyait les femmes, où vous avez dit qu'elles posaient en fait. Il y a eu aussi des reportages, enfin nous on a beaucoup dans nos collections de reportages dès les années 1920, même un petit peu avant, qui sont faits vraiment dans des usines où là les gens posent effectivement, mais ils posent dans leur vrai costume de travail. Et c'est vrai que cette posture, elle est intéressante quand on voit des photos à l'inverse de costumes plutôt festifs, les gens ne vont pas du tout avoir la même posture, justement. On va se présenter devant le photographe, droit, fier, etc. Alors que les photos qui ont été faites, ou comme ce dessin, qui ont été faits sur le lieu de travail, eh bien on voit aussi là comment le vêtement de travail est porté et la posture que ça induit, en fait, les gestes que les gens font dans le cadre du travail. Alors cette image, je l'ai choisie aussi parce qu'en fait, bon, pour les gens qui connaissent les coiffes, peut-être que ça va vous parler, mais si on imagine que l'on enlève en fait les coiffes, donc là on est dans la région de Ploërmel, donc toujours le Morbihan, si on enlève les coiffes, en fait, c'est vraiment impossible, je pense, de dire dans quelle région on est, si on est en Bretagne ou si on est ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de montrer justement ces vêtements du quotidien qui sont à la fois les vêtements quotidiens qu'on porte toujours et qui sont les vêtements de travail aussi, si on peut supposer qu'il y a d'autres types de vêtements. Et on est tellement imprégné en fait de cette idée d'une imagerie régionale qui est trimballée, il n'y a pas d'autre mot, depuis des décennies et des décennies, sur lesquelles on vit encore et notamment dont s'inspire beaucoup la publicité, que nous-mêmes, dans le même fond photographique, on s'est beaucoup interrogé sur des images qui montraient des femmes et des hommes dans les foins, faisant les foins, et elles avaient des foulards en fait. Et le paysage ne laissait guère de doute, on savait qu'on était en Bretagne. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'elles ont sur la tête? Des foulards. Bah oui, des foulards. On est tellement habitués à voir les coiffes qu'on dit, c'est pas possible que ce soit ici. Et en fait, c'est très logique, et en rediscutant après avec des personnes âgées et en réfléchissant, bien sûr, elles protégeaient leurs coiffes avec des foulards pour se protéger de la poussière en fait. Mais encore une fois, on est tellement habitués à se dire bon, il n'y a pas de coiffe, donc c'est pas en Bretagne, que nous-mêmes, on a eu une hésitation en fait sur l'interprétation de ces images-là. Alors, le vocabulaire, je disais contemporain sur la notion du vêtement de travail apparaît à peu près en même temps en fait que ce vocabulaire sur le costume que moi j'ai appelé un peu pour plaisanter le costume du dimanche, parce que les trésors, là aussi il y a plein de guillemets, hein, mais les trésors du musée, ce sont de manière très classique en fait ces costumes brodés, riches, etc., dont on évoque d'ailleurs rarement le fait qu'ils sont liés à une classe sociale bien particulière, c'est-à-dire qu'évidemment on n'allait pas travailler dans les champs avec des costumes brodés qui coûtaient une fortune, donc ce sont vraiment des costumes réservés à des classes aisées. Ça aussi c'est vraiment un discours sur lequel on est complètement passé à côté, en fait c'est comme si tous les bigoudins avaient des beaux costumes brodés au quotidien, tous les jours, etc. Bien sûr que non. Donc ça c'est vraiment des questions à interroger, et les collections du musée en fait elles ont été constituées comme ça, on a des beaux costumes, les vêtements de cérémonie, voilà, et pendant très longtemps c'est aussi parce que ces vêtements-là sont associés, je parlais tout à l'heure de l'émotion, c'est vrai qu'ils sont associés généralement à des valeurs très positives. Et ce qui fait que les gens viennent vers nous pour nous les donner. Si on voulait, on aurait pu devenir le musée de la robe de communion, parce qu'il n'y a pas une semaine où on ne propose pas une robe de communion. Alors c'est vrai que bon, au bout d'un moment, ça va, on en a quand même pas mal. Mais par contre, les bleus de travail, alors depuis qu'on a lancé la collecte, ça a un peu changé, mais avant, ça ne venait à l'idée à personne d'aller déposer dans un musée un vêtement rapiécé, déchiré, sale et taché. C'était vraiment quelque chose qui allait à l'encontre de l'idée même de ce qu'on fait du musée, du moins en France.
pas forcément le cas ailleurs. Oups. Excusez-moi, je me trompe de sens. Alors je voulais... Oui, décidément, excusez-moi. À travers la photographie, on découvre assez tôt aussi ce qui est du vêtement professionnel. Alors, est-ce que c'est quelque chose, je pense, un peu intermédiaire avant vraiment le vêtement de travail, qui sont des vêtements qui portent eux aussi plutôt des valeurs positives. Vous voyez, la robe de l'avocat, évidemment, quand on a une posture, là aussi, on a une attitude quand on porte un vêtement comme ça qui est positive. L'infirmière aussi, d'ailleurs c'était intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure sur les peaux dans le cadre de l'hôpital où effectivement les soignants viennent en blouse blanche, mais c'est aussi des métiers valorisants, encore plus actuellement, ça c'est clair, mais celui qui vient en bleu de travail n'était pas exactement dans la même position. Donc là on est un peu intermédiaire en fait avec des vêtements qui se professionnalisent un petit peu au fil du temps, les pompiers, les facteurs, etc. Même qui se retrouvent aussi pour les enfants avec les uniformes d'école ou les sarraux qui sont quand même pas un uniforme, mais enfin qui uniformisent quand même pas mal la tenue des enfants. Et puis on arrive à des vêtements qui, là, du coup, vont être identifiés vraiment à un métier. Alors ici, les bleus, justement, pour une équipe de menuisiers, mais aussi les blouses pour les paysans, qui ne sont pas spécifiques à la Bretagne, on en trouve vraiment un petit peu partout en France, ce tenue de la ramasseuse d'huîtres, là également. Donc on est dans cette phase-là avec des vêtements qui sont un peu intermédiaires, qui sont un peu à cheval, en fait, entre le vêtement professionnel et le vêtement de travail. Alors, quels vêtements de travail il y avait dans les collections avant la collecte? Alors, on n'était pas en manque réellement. On avait des vêtements de marins-pêcheurs, on avait des bleus de travail, des cirés, etc. Voilà ici quelques vêtements alors plus anciens. Donc, par exemple, vous voyez la peau de bête, là, c'est en fait un costume qui a été porté par les gardiens de chèvres et de moutons dans la région de Rennes. Au-dessus, en bleu aussi, donc les blouses de paysans qui avaient déjà ce bleu indigo, un tablier, une veste là, qui est plus ancienne, qui est plutôt tout début 19e, etc. On va revoir la même photo de Guy Hersant, puisque nous avons acheté pas mal de photos de Guy Hersant en fait, au musée, et qu'il est venu d'ailleurs photographier aussi l'équipe du musée dans nos tenues de travail à nous. Donc ce qui était déjà très très présent au musée, c'était l'iconographie qui est très 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 abondante, alors qui va à partir des gravures du 18e jusqu'aux photographies contemporaines, comme ce travail donc, de Guy Hersant qui a photographié le monde du travail, pas seulement le monde ouvrier, il a vraiment photographié des tas d'entreprises en situation. Donc vous le voyez, là on a des photographies anciennes, on a des dessins aussi, qui montrent là aussi les postures, comme je le disais tout à l'heure. Alors ce que l'on avait aussi, c'est que l'on a récupéré les archives et des photographies de deux grosses sociétés, donc la société Ariès Le Mont-Saint-Michel, qui a été à l'origine installée en Normandie, à Pontorson, et puis ensuite à Rennes. Donc ce que l'on a dans nos fonds, ce sont des documents publicitaires en fait sur cette société, où on voit le bleu qui est mis, alors là pour le coup, vraiment en scène. Donc on ne partait pas de rien, on avait quand même déjà quelques pièces. Par contre, effectivement, on a décidé de lancer cette collecte. Alors pourquoi on lance une collecte? Je suis complètement perdue dans les papiers. C'est pas grave, on va s'y retrouver. On lance une collecte pour pallier à des lacunes et à des manques sur des sujets qui nous paraissent importants comme témoins d'une société à un moment donné. Donc c'est une démarche volontariste de la part du musée. Et le travail, le thème du travail nous paraît toujours d'ailleurs un grand sujet de société, et les vêtements des éléments repères en fait sur cette thématique, et puis des symboles forts d'une activité. Donc on a décidé en 2010, donc ça fait quand même un petit moment, de lancer cette collecte sur le vêtement de travail qui a été confiée à une jeune historienne. Et la méthode qui a été mise en place a été une méthode classique, j'allais dire, du travail de l'ethnologue de terrain, c'est-à-dire qu'elle n'a pas collecté des chansons ou des contes, mais elle a collecté la culture matérielle, dans ce cas précis des vêtements, des accessoires de travail, qu'elle a contextualisés, documentés et renseignés au mieux. Quelques critères ont été mis en place pour organiser cette collecte. On s'était dit que l'on privilégiait plutôt des éléments contemporains.
Alors là, c'est un peu un deuxième vocabulaire qui ne va pas forcément... à l'exception du MUSEM, il n'y a quand même pas énormément de musées à faire de la collecte dite contemporaine d'objets d'aujourd'hui. Hein. Donc vous voyez, c'était une thématique à la fois sur un sujet pas très porteur, le vêtement de travail, et en plus sur le vêtement contemporain. Alors, on a privilégié le vêtement contemporain, mais on n'a pas refusé des pièces anciennes si au fur et à mesure de la collecte, ces pièces arrivaient. Alors, les notions qui ont quand même guidé cette jeune femme dans son travail de collecte, ça a été que le vêtement devait attester d'une pratique régionale spécifique ou correspondre à un territoire précis ou à un métier qui était pratiqué sur la région. Donc là, vous voyez, il y a cette blouse qui vient de la poudrerie de Pont-de-Buis, donc qui était une blouse destinée à protéger des éclats de poudre les employés, donc d'un tissu qui s'enflamme très très peu. Elle a collecté des sous-vêtements en coton qui, sur le coup, on ne voit pas forcément le lien, mais en fait, le lien, c'est que si les personnes étaient effectivement en contact avec des produits dangereux et brûlants, il fallait que le vêtement, évidemment, ne s'enflamme pas. Alors, à côté, on a un vêtement de flottabilité. C'est intéressant tout ce qui concerne la pêche, parce qu'il y a vraiment eu énormément de recherches, en fait, pour améliorer les conditions de travail et puis de diminuer les risques, en fait, des marins pêcheurs. Et la petite image en bas, c'est un petit détail de l'uniforme de la société Britair. Voilà. Alors cette collecte, elle s'est déroulée de novembre 2010 à avril 2011. Elle a demandé donc la mise en œuvre d'une démarche participative en s'appuyant sur la collaboration des usagers, qui pouvaient être des porteurs de vêtements de travail ou des descendants de personnes qui auraient gardé des vêtements. La démarche a reçu un accueil très très favorable de la part de la presse locale, de la radio et de la TV qui ont vraiment servi de relais. Et puis le phénomène de bouche à oreille a fonctionné de manière générale et il continue à fonctionner encore puisque juste avant de partir, on a proposé une blouse de Maquignon que je n'ai pas encore vue mais que je vais aller voir. Alors, il est important d'expliquer, en fait, quand on lance ce genre de collecte, on est complètement dépendant, en fait, des gens qui vont y répondre. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'on va collecter? Dans quelle perspective? Et là, comme je l'ai dit, c'était une thématique qui demandait vraiment une double explication dans la mesure où c'était aussi un terrain contemporain. Alors, on a, voilà, vous voyez sur la diapositive là, le temps d'organisation de cette collecte. Donc, la recherche et contact entre novembre et décembre. Janvier à mars, elle a réalisé la collecte de terrain. Et puis après, il y avait tout le travail d'inventaire, de conditionnement, de traitement, en fait, à la manière dont le font les musées, ce qui n'était quand même pas non plus une mince affaire. Alors, 22 particuliers ont été rencontrés, donc des travailleurs, des retraités, et 10 entreprises ou collectivités ont répondu volontairement et favorablement à la sollicitation du musée. La période historique couverte par les vêtements rassemblés s'étend des années 1920. On a par exemple collecté, ce qui est amusant, c'est que dans les services publics notamment, à 2 reprises, on s'est rendu compte que le personnel avait gardé des costumes, des vêtements précédents, mais vraiment anciens. Et donc on a découvert que les maçons de la ville de Rennes portaient des canotiers, ce qui était vraiment surprenant, donc en paille, avec indiqué ville de Rennes dessus. La tenue des gardes-pompiers, toujours de la poudrerie de Pont-de-Buis aussi. On a récolté également des capes d'infirmières, en fait, qui étaient des capes de l'hôpital de Quimper, qui étaient des objets des années 30, grosso modo, oui, dans ce secteur-là, et qui en fait avaient été fournis aux infirmières, parce que quand elles passaient d'un bâtiment à l'autre, elles s'enrhumaient, en fait, elles étaient malades. Du coup, elles pouvaient garder ce vêtement-là, et ça, c'est resté à l'hôpital, alors qu'évidemment, personne ne s'en servait plus, et donc ça nous a permis d'avoir comme ça des pièces un petit peu plus anciennes aussi. Mais donc, il y a eu plusieurs grands domaines qui ont été bien représentés, donc le transport, donc la compagnie Britair, la compagnie Brittany Ferries aussi, les compagnies de transport des agglomérations également. Dans le domaine de l'industrie, l'usine Citroën évidemment, l'usine ENAF aussi, vous voyez un tablier de boucher là en maille métallique, encore une fois du matériel de marins-pêcheurs. Donc la pêche a été aussi bien représentée. Et alors, effectivement, le bleu, j'ai mis intemporel et multifonctionnel, parce qu'effectivement, sur les photographies... alors, excusez-moi, j'ai oublié de dire, les services de santé ont été aussi vraiment bien représentés, avec des tenues un petit peu de toutes les fonctions que l'on peut trouver à l'hôpital. Mais le bleu, c'est vrai que c'est ce qui a été le plus représenté. Alors nous, on a collecté des vêtements neufs, mais on a aussi collecté des vêtements usagés, très usagés.
Il n'y a pas longtemps, l'an dernier, on a modifié la vitrine qui était consacrée aux costumes, que l'on appelle maintenant vêtements d'ailleurs, et on a introduit des vêtements de travail dans cette vitrine. Et je disais tout à l'heure en aparté que l'on avait ouvert une petite garde-robe avec des vêtements qui ne faisaient pas partie des collections pour que le public puisse s'en saisir, les essayer, etc. Et que la seule pièce qui a été volée, c'était le bleu de travail. Alors, les difficultés qu'elle a rencontrées pendant ce travail de collecte, c'est que certaines entreprises n'ont pas du tout compris la démarche, n'ont pas vu l'intérêt de participer au projet. Elles étaient prêtes à vendre les pièces, mais pas à les donner, et ni à être interviewées. Les particuliers, eux, ont été beaucoup plus sensibles aux questionnements et enjeux de la collecte, et sensibles aussi à l'idée de valoriser leur métier ou ceux de leurs ascendants lorsqu'il s'agissait des parents ou des grands-parents. Alors, quelques pièces ont trouvé une valorisation assez rapide dans le cadre d'une exposition qui s'appelait « Quand l'habit fait le moine », que l'on a présentée au musée en 2014, dans laquelle étaient présentés des vêtements de travail et des vêtements professionnels. Et l'exposition était accompagnée d'une publication aussi qui valorisait justement cette thématique du vêtement de travail dans nos fonds photographiques. Alors, je vous invite maintenant à consulter le portail des collections du Musée de Bretagne qui a été mis en ligne en 2017. On a presque aujourd'hui 300 000 notices. Donc, comme je l'ai écrit, ceux qui cherchent des vêtements en trouveront, ceux qui cherchent des costumes en trouveront aussi, et ceux qui cherchent des vêtements de travail en trouveront également, puisqu'ils ont toute leur place. Et sachez que le portail est ouvert dans le respect évidemment du droit d'auteur, c'est-à-dire que les images sont en haute définition, accessibles gratuitement pour tout usage. Je termine ma publicité pour le musée.